D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Omar Mtiwi est une figure des musiques classiques et traditionnelles arabo-marocaines, à Tanger, dans tout le royaume et à l'international. Digne héritier des grands maîtres que furent Mohamed Ben Larbi Temsamani, Moulay Ahmed Loukili ou Haj Abdelkrim Raïs, il s'impose à la scène musicale comme un éminent luthiste et un musicologue émérite. Profondément engagé dans la conservation, la diffusion et la compréhension des musiques andalouses et soufis, Omar Mtiwi est l'auteur d'une bonne demi-douzaine d'ouvrages de référence, publiés au Maroc et en Espagne. Il sort d'ailleurs ces prochains jours un imposant essai de transcription, de translittération et d'analyse de la Nouba Ram al-Maya, premier volume d'une série publiée par l'Académie du Royaume du Maroc et l'Institut académique des arts, après qu'il ait édité en 1995 une Nouba al-Istihlal au Centre de documentation musicale de l'Andalousie à Grenade. Omar Mtiwi a encore contribué aux anthologies d'Al-Ala, commandées par le ministère marocain de la Culture sous l'égide de Mohamed Ben Aissa, et a enregistré, notamment avec le maître Ahmed Zaitouni, l'intégrale des Nouba Isbihan, Ram al-Maya panégyrique, Ram al-Maya Ghazaliya profane et Istihlal et Rasd. Omar Mtiwi reste encore le fondateur de la dynamique association Confluence musicale qui notamment organisa le festival Tarab Tanger des musiques traditionnelles. En 1994, il fonda la formation Ibn Baya avec Eduardo Paniagua. En 1997, l'ensemble Al-Shushtari de musique soufie et l'ensemble Omar Mtiwi des musiques traditionnelles, avant de confonder avec la musicienne et chanteuse Begonia Olavide un ensemble de musiques anciennes andalouses qui l'amènera à se produire partout dans le monde, du monde arabe à l'Europe, en passant par l'Asie, le Japon et l'Iran. Enfin, Omar Mtiwi est l'auteur remarqué d'une quinzaine d'albums de musique, principalement enregistrés en Espagne, où il a largement contribué à la diffusion et à la renommée des musiques andalouses et soufis, et à celle de l'éditeur Sony Classical, avec des titres comme Ritual Soufi Andalusi, Obras Maestras del Canto Andalusi, ou plus tard Dikr Isama, édité par le madrilène Pneuma. Diplômé avec la mention d'excellence par le Conservatoire de Tanger dans sa jeunesse, Omar Mtiwi a été distingué en 2016 à Tunis par le prix Ziryab. Omar Mtiwi, cher ami, bonjour et ravi de te retrouver dans notre podcast D3, podcast culturel du nord du Maroc et de Tanger. Tu es très connu, tu es un des musiciens marocains de musique classique andalouse les plus connus dans le monde. Ce que l'on sait moins, c'est que tu es un grand musicologue. Alors, quelle est ta fonction de musicologue ? Merci Philippe pour cette rencontre conviviale à Tanger. Tanger, c'est notre muse, bien sûr, c'est là où on a tout appris. La musique, la vie, la rencontre de l'autre, etc. Et qui a un répertoire arabo-andalou très ancien, mais il est moins connu, ou il n'a pas eu sa propagation dans les livres, dans l'histoire, etc. Peut-être parce que, vu le statut spécial de cette ville, qui est connue, comme on le connaît tous, c'est-à-dire la présence des Portugais jusqu'au XVIIe siècle, etc., les Alaouites qui reviennent, qui reconstruisent la ville, qui refont un peu le socle de la culture arabo-musulmane, et tout repart de nouveau. Tout repart de nouveau dans la culture arabo-musulmane, et puis ensuite, très vite, dans la culture internationale.
Parallèlement, je dirais, bon, Tanger a été toujours ouverte à l'autre et aux Occidentaux, ça on le sait. Donc, mais quand même, je dirais qu'il y avait des carrefours, même entre ceux qui venaient faire leur vie. Il y en a qui vivaient à l'européenne sans rien changer. Il y en avait qui s'approchaient du musulman pour savoir, pour connaître sa culture. Et là, on peut citer Paul Bowles, qui a fait beaucoup de travaux de musicologie, de rapprochement et de choses très, très intéressantes qui ont donné leurs fruits avec les Jajouka, avec les Rolling Stones, avec toute cette diaspora qui est venue à Tanger et ailleurs pour découvrir notre culture. Paul Bowles, il se disait plus musicien, compositeur qu'écrivain, et il était venu au Maroc pour faire des enregistrements, enregistrer les musiques traditionnelles dans le Rif et dans la classe. Exactement. C'était sa première approche du Maroc. Il s'est beaucoup plus occupé des musiques, je dirais, populaires, les jashouka et tout ça, c'est-à-dire les cornemuses, les tbal, les gnawa. Mais peut-être comme la musique arabo-andalouse, al-ala, c'est une musique qui a une forme classique dans sa structure, dans sa construction, dans sa projection. Donc peut-être qu'il a préféré les arts populaires et ça se comprend parce qu'ils sont plus faciles à la compréhension et ils sont plus faciles pour les rencontres musicales qui vont avoir lieu après. C'est-à-dire avec les autres musiques, que ce soit le flamenco, que ce soit le jazz. La world music pour la fusion. Exactement. Et toi, tu es spécialiste d'Al-Andalus, la musique al-ala. Moi, je suis spécialiste d'un répertoire très particulier. Donc, on peut dire qu'il puise ses sources, bien sûr, dans Al-Andalus. Et tout le monde, les orientalistes qui ont commencé à écrire sur du sujet, ils ont essayé de diminuer de la valeur de l'apport maghrébin, comme Jules Rouanet dans l'encyclopédie de Lavignac, qui a nommé cette musique andalouse. Elle n'est pas andalouse. On parlait de Al-Ala au Maroc, on parlait de la Sana'a en Algérie, on parlait du Malouf à Constantine et en Tunisie. Mais ce ne sont pas des styles spéciaux à chaque fois, des répertoires spéciaux avec des sonorités spéciales, avec des rythmes spéciaux? D'accord. Selon les capitales, je dirais, culturelles que j'ai nommées, il y a le style, la couleur et même quelques instruments changent. Mais il y a un socle en commun qui est la nouba. La nouba, c'est une structure qui commence par des préludes instrumentaux, qui se développe à travers une rythmique ascendante qui va de l'adagio jusqu'au final, jusqu'au presto. Les sana'a, qui sont les briques qui forment ces suites musicales. Tout ce que j'ai dit est commun entre les différentes écoles du Maghreb. Ce qui est différent, c'est beaucoup plus le tabac. Le tabac, c'est le mode. Le mode, je dirais, c'est comme, j'aime cette expression, c'est comme notre empreinte digitale musicale. Donc, la façon avec laquelle je parle est différente de celle de l'Algérien, différente de celle du Tunisien. Quand on va en musique, ça, on retrouve ces sonorités du parler vers la composition et la musique. Et tout ça, avec une grande différence, c'est que le Maroc n'a pas connu la colonisation ottomane. Colonisation où c'était quand même des musulmans et des gens qui ont propagé la culture arabo-musulmane, ottomane. C'était une civilisation aussi, c'était pas la pure barbarie. Exactement, ils avaient beaucoup de goût, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui, les Ottomans. Et là, on voit un peu leurs influences en Algérie et en Tunisie, par le style, surtout dans la rythmique. On voit qu'il y a eu beaucoup de choses introduites par les Ottomans. Et puis, je me rappelle à Constantine, le dernier bey qui a connu une mort tragique, il y a une chanson dédiée à ce bey, et quand les Constantinois la chantent dans le théâtre, tout le monde est en pleurs. C'est quelque chose qui m'a intrigué, parce que bon, souvent on dit les Ottomans étaient des barbares, des ceci, des cela, bon, ils ont occupé. Ça c'est une vision, mais il y a aussi l'autre vision, et la réalité de voir comment ils adoraient le bey, qui était le représentant du sultan ottoman à Constantine. Mais alors, la musique andalouse, Al-Andalus, c'est une usurpation, tu dis? Oui, exactement. Donc, Al-Andalus, bien sûr, avec Tariq Mziyad, 511, etc., c'est un territoire qui va être occupé par une minorité d'Arabes venus d'Orient et par une grande majorité de Berbères et d'Africains. Donc, ce sont eux qui vont développer, bien sûr, une culture
musulmane très intéressante à Cordoue, qui sera la capitale, qui va être un peu la capitale européenne ou même l'une des capitales du monde après Bagdad. Et ça, c'est très important. Au Maroc, il y a des siècles qui sont un peu méconnus. On ne connaît pas, on n'a pas beaucoup de noms, ou il n'y a pas eu assez de recherches pour les faire apparaître. Parce que la culture elle se développe en Al-Andalus, mais ici, c'était pas un territoire amorphe. C'est quand même grâce à Ibn Tashfin que l'Andalousie a pu résister 4 siècles de plus. Et lui, il avait une cour, il avait des musiciens. Et puis on oublie de grandes personnalités comme Ibn Baja, qui est connu comme Avem Passé, mais il a vécu plus de 20 années à Fès. Une très grande partie de sa production s'est effectuée au Maroc. Et puis, ses élèves, qui sont Ibn al-Hasib al-Mursi, Ibn Joudi, Ibn al-Himara, tous ces gens, ils ont vécu tous au Maroc. Donc la période andalouse a existé, la zone andalouse a existé, mais la culture andalouse, c'est très profondément une culture arabo-berbère marocaine. Exactement. Il ne faut pas être sous-estimer même la composante africaine, parce qu'il y a des rythmes et il y a des modes qui sont pentatoniques, comme le ras. Bon, c'est pas un pentatonisme pur et dur comme chez les Gnawa, mais c'est une approche au pentatonisme avec une ouverture vers la gamme heptatonique. Ça, c'est une lecture politique que tu nous fais grâce à des éléments musicologiques. C'est la musique qui détermine d'où elle vient. C'est-à-dire, c'est un métissage. Cette musique, elle est née de tout ce qu'ont apporté les chanteuses fameuses de Médine, de la Mecque, et puis après, bien sûr, l'arrivée du grand musicien qui va tout bouleverser, Ziryab, en 822, et qui va constituer la première grande école de musique en Europe, à Cordoue. Donc pour la première fois, il va y avoir un enseignement du oud, un enseignement de la voix. Donc pour choisir ses élèves, il avait ses méthodes. Il va implanter une culture musicale. Et par ailleurs, c'est un bon artiste dans l'art culinaire, vestimentaire, etc. Donc, il va apporter le raffinement de Bagdad à la cour de Cordoue. Bon, grâce à une dispute avec son maître, parce que par jalousie, son maître, Ishaq al-Mawsili, le grand Ishaq, qui était très proche du roi Harun Rashid, quand Harun Rashid, il a beaucoup apprécié le chant de Ziryab, il lui a dit, bon, il y a 2 choses. Où tu pars et je t'aide pour partir. Je n'entendrai plus de tes nouvelles. Tu vas où tu veux. Si tu veux rester, alors je ne réponds plus de ta vie. Donc c'était un message clair et net. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment ce répertoire, il s'est constitué, il s'est formé, il s'est forgé et comment il a survécu. C'est ça, parce que en Europe, il y avait aussi beaucoup de traditions, mais ils n'ont pas survécu. Et ça, c'est un drame pour les musiques traditionnelles. Bon, on trouve encore en Andalousie, ou bien à Palerme, ou bien en Italie, quelques chants, et on voit les réminiscences anciennes, etc. Mais je dirais, le grand problème, c'est l'adoption du tempérament. C'est-à-dire ? Le tempérament, c'est une gamme qui a commencé, avec Zarlino au XVe siècle, à se développer jusqu'à arriver à sa perfection avec Jean-Sébastien Bach. Quand on dit un clavier tempéré. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une division mathématique de la gamme. Et là, on n'est plus avec les sons naturels qu'on entend, c'est-à-dire quand tu entends un son, tu as la 5e, tu as la quinte, tu as la 12e, etc., qui ont une certaine fréquence. Mais comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas avoir un piano énorme pour reproduire toutes les sonorités, ils ont dû faire un choix. C'est-à-dire, on connaît le ton qui est constitué d'un demi-ton diatonique et d'un demi-ton chromatique. L'un, il a 4 commas, l'autre 5. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé le ton en 2 demi-tons égaux. Là, ça a changé vraiment le cours de la musique. Et ça s'est fait quand? 15e siècle? Ça, c'est un développement très long qui a commencé depuis Zarlino, donc 15e siècle, mais il s'est figé un petit peu avec Jean-Sébastien Bach, et d'où le clavecin bien tempéré. Le père de la musique classique en Europe, c'est Jean-Sébastien Bach. Ça, c'est connu. Alors que dans les musiques traditionnelles, la base est restée la voix humaine, heureusement. Parce que les instruments, quand on commence à mettre des frettes et à diviser les tons et les gammes,
Alors là, on entre dans des approches un peu musicologiques. On essaie de réconcilier entre la physique et les mathématiques, etc. Ça devient empirique. Alors que la voix, elle garde quand même des choses très intéressantes. Pourquoi je le dis? Parce que pour la musique arabe andalouse, elle a survécu grâce aux confréries religieuses. Donc quand tu nous disais tout à l'heure que le problème c'était de faire perdurer cette musique, tu nous donnes maintenant la réponse, elle perdure grâce aux confréries religieuses. Oui, parce que quand Ibn Tomart, ou je ne sais pas, même Ibn Tashafin à ses débuts, chaque fois qu'il y a une dynastie qui prend les rênes du pouvoir, elle essaie d'éradiquer des éléments de faiblesse, je dirais, entre guillemets, de la nation, dont la musique. Donc ils commencent à serrer les taux autour des musiciens. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée géniale? C'est aller vers les confréries religieuses. Pour se protéger. C'est grâce aussi au soufisme. Le soufisme, quand il a pris la musique comme l'un des éléments du rituel, il a protégé la musique. Comme l'Église a fait avec la musique en Europe. Mais la différence, c'est que l'Église, elle a instauré des normes très, très strictes. Par exemple, on parlait de musique ficta. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est oriental, il a subi une inquisition musicale, je dirais, parce que ils étaient hérétiques. Si tu emploies comme la seconde augmentée, comme le triton, donc le triton, c'est devenu un intervalle du shaitan. Donc c'est jusqu'à ce point, avec bien sûr toute l'histoire de la musique européenne qui va connaître avec Charlemagne, qui va constituer le rite carolingien, donc l'influence sur l'Andalousie. L'Andalousie, elle va échapper à tout ceci beaucoup plus que les autres villes de l'Europe. Parce que déjà, il y avait un grand musicologue chrétien, San Isidoro, à Séville au VIe siècle, qui avait des règles bien particulières, et puis ils n'ont pas accepté cette unification du rite très facilement. Et donc c'est une histoire à part. Tu disais que tout ça a pu aussi perdurer grâce à la voix. Et la voix, est-ce que ça veut dire par ailleurs que ça a pu perdurer notamment grâce à la poésie, si importante dans la culture arabo-musulmane? La poésie prenait la thématique bachique, du vin, et des thématiques qui ne pouvaient pas coller avec l'esprit religieux, mais on sait que les mystiques, ils ont aussi utilisé le vin comme un élément pour leurs poèmes. Mais pas seulement le vin et pas sseulement les plaisirs, ça peut être de la poésie adressée à Dieu, à la religion, à la foi, à la croyance. Tout ce qui est adressé à Dieu, etc., pas de problème, il est là. Mais le répertoire d'Al-Ala, il était foncièrement profane. Donc il n'y avait pas de nouba religieuse. Ça s'est fait avec le nouba Ram-el-Maya qui s'est transformé en une nouba panégyrique, mais ça s'est fait après 1800, c'est-à-dire c'est une transformation. Mais dans les traités originaux, on trouve la nouba Ram-el-Maya avec les poèmes profanes. Ce qu'on retrouve dans le répertoire de l'Haïk, c'est lui qui a réuni le chansonnier d'Al-Ala vers 1800, c'est que on voyait comment les poèmes sont échangés. Si tu as une mélodie, ce qui est important, c'est le maître du poème, c'est la métrique, ou une mesure, parce qu'on sait que les mouachah et les ajal, ils ne suivent pas la métrique classique arabe, mais ce qu'on appelle qiyas. Donc ce qu'on faisait, c'est échanger les poèmes trop libéraux, profanes, avec d'autres qui viennent de poètes soufis comme Al-Shushtari, et plus tard comme Al-Harraq de Téton. Donc c'est une transformation du chansonnier à travers les siècles, à travers les âges, et c'est un processus long, et c'est magnifique parce que c'est une tradition, c'est une chaîne qui ne s'est pas cassée, mais c'est pas comme voudraient quelques-uns, c'est pas une chaîne figée. Moi, quand je chante ma musique arabe-andalouse, là, je ne me sens pas relié nécessairement au XIIIe siècle, ni à l'âge médiéval. Non, je trouve mes éléments
actuelle dans cette musique, c'est-à-dire peut-être grâce à cet esprit de l'improvisation. Vu qu'on peut apporter une technique et des choses, le legs c'est un moule, mais ce que tu mets dans le moule, tu as une certaine liberté pour le remplir et pour mettre un peu de tes sentiments, de ta façon de chanter ou de jouer. Mais c'est une musique qui continue à être vivante, qu'on continue à voir et à vivre et à entendre dans les grandes fêtes familiales, c'est une musique vivante. De moins en moins, bien sûr, comme on a été bombardé par l'Occident et par l'Orient, donc on est au milieu, pris en sandwich, et donc dès l'apparition des premiers médias, je dirais, de l'époque, donc il y a le cinéma qui a commencé à faire parvenir les films orientaux avec la voix d'Oum Kalthoum, d'Abdel Wahab, etc. Et donc tout le Maghreb et tout le monde arabe en général a pris comme symbole cette musique égyptienne. On a commencé à voir la musique traditionnelle comme quelque chose d'archaïque, comme un carcan. Et parmi les choses qui se sont passées au Maroc, c'est qu'on a échangé le oud. Le oud qui était le oud de la malle authentique du Maroc, il a disparu, il existe dans les musées, mais il a été remplacé par le oud charqi, venu d'Orient, vers les années 30-40. Et ça, c'est des éléments qui ont commencé à changer cette musique. Et là, je tire chapeau à un musicologue espagnol, el padre Patrocinio García Barriuso, dans son livre publié en 1941 à l'Arrache. Lui, il a vécu à Tanger. C'était le rapporteur du premier congrès de musique marocaine au Maroc. C'était les Français qui l'ont fait à Fès. Les arts indigènes et tout ça, il y avait un ministère pour ça. Et ils ont invité Patrocinio de la partie, bien sûr, espagnole, et c'est lui qui a rapporté ce qui s'était passé dans ce colloque. Et parmi les choses qu'il dit, qu'il y avait un orchestre d'Oujda qui s'appelait Al-Andalusia. Il y avait 20 musiciens avec beaucoup d'instruments occidentaux. Les mandolines, les instruments à vent, les guitares, les ceci, les mandoles. Cette formation a été très, très, très applaudie. Et il dit texto, j'ai peur que le goût des Marocains aille vers les autres instruments et vers les autres musiques. Parce que c'était une influence criarde de quelque chose qui se passait. Et puis, les maîtres, quand ils sont venus, le piano, c'était comme un symbole de musique raffinée, moderne européenne, bien sûr. Le colonisateur, il est parti, mais il a laissé ses instruments. La bourgeoisie avait accès à ces instruments. Et donc, on commençait à jouer le piano et l'introduire partout. Dans la musique al-ala. Temsamani, qui est le grand symbole de cet instrument au Maroc, il était très intelligent. Il voyait qu'il avait une très grande importance en jouant de cet instrument. C'était un grand virtuose entre guillemets, à la manière arabe-andalouse. On ne va pas le comparer aux interprètes européens parce que le piano, il va être joué d'une façon monodique. Mais il introduit le tempérament. Et ça change tout. Et ça change tout. Ça change tout, oui. Bien sûr, ça change beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de modes, les toba. Si on les joue au piano, ils sont presque identiques. Ce qui les différencie, ce sont les petits intervalles, les micro-intervalles, la microtonalité. C'est comme les pays du Balkan, ils ont beaucoup étudié la microtonalité. Parce que si la microtonalité part, tous ces modes qui sont différents vont partir. C'est tout unifié. Et là, je me rappelle, on était à Azila, dans un colloque, il y avait le grand Jean During, le grand spécialiste de la musique iranienne, musicologue éminent, chercheur au CNRS, et il nous a fait entendre un air kurde iranien des années 70 et une version moderne. Il nous a dit, c'est normal, vous avez tous noté, et c'était vrai, que l'ancien enregistrement sonne faux par rapport à nos oreilles. Et ce qui sonne mieux, c'est la version actuelle. Et il nous a dit, c'est juste le contraire. La bonne version, c'est l'ancienne. Mais notre oreille est habituée. Voilà. Il a dit une phrase extraordinaire, toutes les musiques traditionnelles sont en train de migrer vers le tempérament. Pour comprendre, moi j'ai des difficultés, même avec mes musiciens, pour qu'ils comprennent beaucoup de choses. La force des choses qui s'installent, c'est pas facile, même si tu es dans ton propre orchestre. Alors une question philosophique, est-ce qu'il faut résister et donc devenir un conservatoire, un endroit de conservation
d'une musique qui n'est plus très vivante, ou est-ce qu'il faut suivre le cours des choses? Regardons ce que fait l'Europe. Elle fait les mains et les pieds pour que la musique classique n'aille pas dans les poubelles, parce que qui achète encore les symphonies, les opéras, etc., c'est grâce à une volonté politique pour conserver la culture européenne. Mais si on écoute du Beethoven joué, enregistré dans les années 1920 et du Beethoven enregistré dans les années 60 et dans les années 2000, c'est pas du tout la même chose. Le son est pas le même, l'interprétation est pas la même. Il y a aussi une interprétation de son époque, sur une partition très précise en plus. Karajan, avec sa philharmonique, c'est avec tous ces instruments qui sont construits avec des techniques modernes, avec une justesse à couper le souffle, etc. C'est normal, c'est normal. Beethoven lui-même, quand il a écouté la 9e, il a été sifflé. Et puis bon, à la fin, tout le monde a commencé à quand même ovationner, et lui, il donnait le dos au public. Et puis un musicien avec l'archet, il a tapé sur Beethoven pour qu'il voie ce qui se passe dans la salle. Je crois qu'à l'époque de Beethoven, la 9e a été très mal jouée. On ne peut pas comparer parce que bon... Déjà, pour son quatuor à cordes, le 13e, le Grosse Fugue, il disait « Je ne l'ai pas écrit pour notre époque, je l'ai écrit pour plus tard. Vous ne saurez pas le jouer. On ne saura pas le jouer avant 200 ans. » Bon, toi, ton travail de musicologue dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais en tant que musicologue? C'est un terme musicologie, bon, c'est des études spécifiques avec un diplôme spécifique, mais ceux qui font un peu de recherche comme moi, ceux qui pratiquent, il y en a par centaines, par milliers, mais ceux qui réfléchissent à ce qu'ils font, ils sont comptés sur le bout des doigts. J'ai été obligé parce que dès que j'ai commencé à travailler avec les Espagnols, surtout au début des années 90, donc j'ai été confronté à l'écriture musicale, à comment leur faire parvenir ce legs, etc. D'où la réflexion. L'écriture est devenue quand même un élément pour partager avec l'autre. C'est une écriture qui n'est pas parfaite, on n'a pas mieux. Donc on doit l'apprendre, mais quand même connaître ses limites et l'utiliser dans le bon sens. Et là, même pour la musique occidentale, classique, on croit que tout est écrit sur le papier, c'est faux. Comme Jacques Chaillet, il dit, il y a encore plus de 30% de tradition orale à travers ce qui vient de cette musique classique. L'interprétation. L'interprétation, exactement. On ne peut pas tout écrire sur le papier, ça c'est impossible. Et quand on entre pour des musiques rythmiques comme la nôtre, le rythme, on ne peut pas l'écrire. On écrit ce qu'on appelle les mesures, on chiffre les mesures, mais le rythme, on ne peut pas. Aucune civilisation n'est arrivée à écrire le rythme avec les notes. On est obligé d'utiliser quelques éléments, mais quand même, le socle reste la tradition. Comme dans son livre extraordinaire, encore une fois, Jean During, qui s'appelle « Quelque chose se passe », c'est ce que tu reçois de ton maître. C'est cette chaîne qui a survécu pendant des siècles, c'est ce qui donne la force à toutes ces musiques traditionnelles. Donc la musicologie, c'est comme Ishaq al-Mawsili. Ishaq al-Mawsili, à son époque, donc on parle de l'âge d'or de Bagdad, mais il y avait l'oncle du roi, Ibrahim al-Mawsili, Harun Rashid, c'était son oncle. Il a commencé à utiliser le tambour. Le tambour, c'est un instrument à manche long, avec des intervalles différents. Ishaq al-Mawsili, il a eu peur que tout ce qui vient avec Ibrahim va un petit peu changer la nature de cette musique arabo-musulmane qui est arrivée à son apogée à Bagdad. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à écrire pour laisser des traces écrites. Il n'y avait pas d'enregistrement, bien sûr. Donc, il devait passer par le papier, l'écriture, les explications. Et lui, c'était un praticien. Donc, moi, je ne parle pas d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, qui étaient des philosophes qui ont écrit des traités sur la musique. Non, non. Lui, c'était le compositeur, le musicien, le praticien qui a eu peur et qui a commencé à écrire et donner des tablatures de oud, les 10 mots les plus importants de la musique arabe, etc., etc. Est-ce que c'est l'invention du solfège? Non, non, c'est autre chose, c'est un autre mode. Les Arabes, ils ont étudié tous les systèmes, même le système chinois, le système grec. C'est grâce à eux que tout a été transmis. Mais comme dit Roland de Candé, qui a écrit l'encyclopédie de la musique, il a dit, bon, les Arabes, c'est pas qu'ils n'étaient pas capables d'inventer un système, mais ils étaient contre le fait de figer et de mettre la musique dans une cage. Parce que le solfège, c'est ça. C'est un oiseau dans une cage.
Oui, mais quand il transcrit la musique, il l'écrit, il la fige. Mais qu'est-ce qu'on écrit? C'est ça. Quand on commence à réfléchir à tous ces symboles, etc., et comment la façon... Bon, le Chailly, il a fait plusieurs interprétations. Il a essayé de voir une note, quelle est la valeur qu'elle prend, selon l'interprétation des différents orchestres. Et il a trouvé qu'il y a toujours des différences. C'est ce qu'on appelle l'interprétation, d'ailleurs. Heureusement qu'il y a ces différences. Sinon, on serait dans un système mathématique sans âme. Tu me tends la perche parce que on doit une confidence aux auditeurs, c'est que nous partageons le même éditeur Tarek Sleki des éditions Sleki, et tu y produis, tu y crées, toi et Tarek, vous y faites des livres énormes de transcription. Qu'est-ce que c'est que cet énorme travail de conservation de la musique que tu fais par écrit? Je crois que c'est colossal, hein. Ça m'a l'air assez monumental. Je ne suis pas le premier à faire cette démarche. Il y a un certain Younous Chami, musicologue de Tanger aussi, et musicien, qui a commencé dans les années 80 à transcrire l'intégralité des nouvas. Mais lui, il fait appel à un maître de musique qui récite, et lui, il fait la notation. Donc là, qu'est-ce qu'il a noté? Le maître n'a pas accès au papier, il ne peut pas lire. Donc le maître, il chante son air et c'est l'autre qui fait ce qu'il veut. Et il le transcrit comme il veut. C'est une étape très importante. Younous Chami, il a jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est une première étape de conservation, justement. C'est une première étape. Mais nous, quand on est venu, en tant que praticien, musicien, quand on prend ces partitions, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec l'esprit de la notation. Qu'est-ce qu'on veut noter, tout d'abord? Il faut choisir, est-ce qu'on note ce que chante la voix ou comme il jouait le oud. Donc on voit beaucoup de fioritures qui sont dues au jeu de oud. Alors que à la voix que j'ai suivie, c'est noter l'air dans sa plus simple expression. Qui est la trame mélodique, le squelette. Ce squelette, après, chacun le remplit avec les fioritures qu'il veut et ça devient l'interprétation de tel ou tel. Tu donnes la ligne mélodique ligne, oui. Que tout le monde peut, même les occidentaux, ils peuvent la jouer, mais tu ne vas pas sentir la rythmique. On oublie une chose, c'est que c'est des chants. Et le chant, c'est quoi? C'est des lettres, c'est des paroles. La phonétique, elle a beaucoup à dire et elle influe. D'où j'ai translittéré les poèmes. Ça, c'était aussi un très très grand travail, la translittération. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pourtant, c'est plus facile de translittérer des mots que de transcrire de la musique, non? Non. Translittérer, c'est pas transcrire. Vas-y, explique. Translittération, je prends un mot en arabe et je l'écris avec les lettres latines. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des règles et il y a une translittération qui reprend des lettres qui sont internationales, comme je prends par exemple le J. Il existe en français, mais il n'existe pas en espagnol. Donc si je prends le J, pour l'espagnol, il va dire Kha, c'est Jota. D'où il y a un signe, c'est un G avec un petit tréma au-dessus qui veut dire J, c'est-à-dire on doit chercher la prononciation, c'est international. La façon de division aussi, j'ai fait appel à un logiciel très spécial pour transcrire tout ça, que j'ai eu grâce à mon ami Pablo Benito, un grand spécialiste d'hymne arabe en Espagne. Et j'ai pris un peu la méthodologie des universités espagnoles dans cette division des lettres. Parce qu'on divise les lettres, donc c'est tout un travail. Et c'est grâce aussi à un programme final qui était très célèbre dans le monde. Il fallait mettre tout ça dans une marmite et sortir, parce qu'il n'y a pas d'éditeur de musique au Maroc. Ça a l'air d'être une grosse marmite, il me semble. Quand je vous vois, j'ai l'impression que vous travaillez comme des fous. Vous êtes des moines copistes, tous les deux. Non, parce que malgré toute la technologie moderne et les logiciels et tout ça, il faut mettre la translittération, qui est un programme spécial, la musique, l'arabe, le français, tout dans un même bateau. Donc il faut réconcilier tous ces éléments. Et quelquefois, comme mon premier livre, il a 525 pages quand même, donc il fallait beaucoup de temps et de travail. Une fois que ça sera fini, il y aura combien de volumes? Ouf, beaucoup. Maintenant, le deuxième, c'est 900 pages, c'est 2 volumes, avec une première partie sur la théorie en français, mais très légèrement, vu qu'il y a le premier travail et qui a déjà traité la théorie musicale. Il y a les transcriptions, c'est une nouba très longue, Ram al-Maya. Et puis,
Cette fois-ci, comme c'est une nouba qui a vu ses paroles échanger au 18e, 19e siècle, c'est-à-dire quand on a mis des panégyriques et maintenant, plus personne ne se rappelle de ce qu'était cette nouba. Donc j'ai fait une étude en 350 pages pour restaurer la nouba ancienne avec les paroles anciennes. Travail d'historien, là. C'est un mélange. C'est un mélange de littérature et un peu d'histoire et surtout se baser sur des manuscrits qui sont quelquefois illisibles. Et j'ai eu la chance, il y a 6 mois, d'enregistrer la version profane de la Nouba Ramlmer dans un projet qui va sortir avec l'association des mélomanes de Casablanca. C'est une nouvelle anthologie d'Al-Ala qui va sortir. Et pour la première fois depuis le XVIIIe siècle, on va retrouver cette Nouba avec ses paroles authentiques. Comment se fait-il qu'il y ait beaucoup de musicologues de Tanger et de Tétouan, du nord du Maroc? Comment se fait-il que cette région donne des personnes particulièrement sensibles et dans un désir de connaissance pour la musique? Mais c'est très normal. Ah là là. Nous sommes la partie la plus proche de l'Andalousie. Dans notre imaginaire, il y a toujours Al-Andalus qui circule avec toutes les composantes historiques, que ce soit dans le bâtiment, dans la littérature, dans la musique, etc. Je crois que c'est très important, le volet, je dirais, culturel, historique de la chose. Parce que, bon, tu ne chantes pas un air que tu as ressenti le besoin la nuit, tu as aimé une fille, etc. Non. Tu es avec Ibn Sahl, avec des poètes qui sont énormes, avec Ibn Arabi, avec Shushtari, avec Ibn Zaydoun, mais c'est fou. C'est fou l'impact que ça donne. Malheureusement, la plupart de nos musiciens ne font pas l'effort de comprendre les paroles. Et c'est pour ça qu'on dit que le poème pour la musique arabe andalouse, c'est comme un bâtonnet. C'est-à-dire l'essentiel, c'est la mélodie. Et lui, il transporte seulement l'air. Le poème est juste un transporteur. Et ça, il faut que ça change. Ça existe depuis très longtemps, depuis qu'on parle des muwashahat et des zajal. Pourquoi? Parce qu'on dit que on peut pas créer une métrique pour cette poésie, parce que justement, elle a été écrite pour être composée. La musique devient un élément intrinsèque du poème. Et quelquefois, il n'est stable que quand il est chanté. Le muwashah. Et voilà, ça a créé un art nouveau. Quand tu prends, par exemple, je ne sais pas, Ibn Zamrak, ou surtout ceux qui ont, avec le Zajal, c'était un autre monde qui s'ouvrait à l'Andalus. C'était vraiment, je dirais, une coupure avec le monde oriental, parce que ça changeait tout. Et Ibn Quzman, quand on voit ce qu'il a écrit, c'est énorme. Du fait de la poésie. Oui, la poésie, elle a tout changé. Parce que ils sont devenus des gens qui parlaient de choses qui n'avaient rien à voir avec l'Arabie et les chameaux. Ils ont changé, ils sont dans un Andalous avec des montagnes, avec de belles filles, avec la vie qui souriait de toutes parts, grâce à la poésie qui a changé le cours, je dirais, de la culture. J'ai l'impression que le travail que tu fais de recensement et de conservation, une fois encore, me rappelle beaucoup quand même le travail de Mohamed Temsamani quand il a enregistré les Nouba pour pouvoir en faire un fond. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que l'État, il était très impliqué à l'époque. Le roi Hassan II donnait beaucoup d'importance à tout ce qui est traditionnel. Lui-même, il aimait la musique, il savait de quoi il s'agissait. Donc le muezzin qui était près du palais, dans la mosquée près du palais, c'était l'un des plus grands mounchids de la nation. Donc il était très proche de tout ce qui se faisait dans ce domaine. Et quand on annonçait à la radio le nom de Temsamani, de Loukili, de Raïs, entre autres, c'est les 3 principaux,
Tout le monde, presque au Maroc, savait de qui on parlait. Cette musique, elle passait sur les antennes à une époque où il n'y avait ni Wi-Fi, ni Internet, ni rien du tout, de 2 heures à 3 heures. Et nous étions comme je dirais, c'est comme une drogue. Il fallait avoir le poste de radio, et là j'ai commencé à enregistrer parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement. Et l'accès à cette musique était très difficile à l'époque. J'ai raté tous mes cours de 2 heures à 3 heures. Heureusement que j'étais scientifique, mes cours de sciences. C'est comme ça qu'on devient pharmacien et musicologue. Mes cours de sciences, c'était le matin, l'après-midi, le français, l'arabe, etc. Bon, je me rappelle, c'est une anecdote, le professeur de français, il était très très sympa. Il me disait, mais toi tu as un bon niveau de français, c'est pas la peine que tu viennes. Va enregistrer comme ça, Manu. Reste avec ta musique. Ces enregistrements, c'était vraiment très très important pour la formation de tous les musiciens qui circulent aujourd'hui dans le royaume. Donc c'était quelque chose de très important, mais quelque chose qui a été formaté selon les besoins de la radio. La radio, chaque heure doit faire les informations. Donc on découpait le mizan. Il y a quelques mizanes qui peuvent durer jusqu'à 3h30. Qu'est-ce qu'ils ont commencé? À concocter quelques salades du mizan pour que ça ne dépasse pas 60 minutes au plus. C'est un formatage qui a été créé. L'Oukili, c'était bien sûr la radio du Maroc, et c'était le plus grand des trois parce que Semsamani, c'était son disciple. El Raïs, Hafez, il suivait un petit peu ce qui se passait à la capitale, Rabat, avec le grand L'Oukili. L'Oukili, c'était, je ne sais pas, un mystique dans l'âme. Quand on parle à Temsamani, qui est son disciple, parce que l'Oukili, il a vécu à Tanger de 36 à 46. Il a constitué à la Casbah une association qui s'appelle Ikhwan Al-Fan, des frères de l'art. On en revient toujours à Tanger. Toujours à Tanger. Tanger, c'est une plaque tournante. Et Temsamani, son père était le grand juge de la ville, donc Oui, Kadi Temsamani. Exactement, le Qadi. C'était une famille bourgeoise. Ils ont poussé L'Oukili, ils l'ont aidé pour qu'il reste à Tanger. Il s'est marié à Tanger. Et ces 10 années qu'il a passées à Tanger et aussi à Tétouan, parce qu'il allait à Tétouan au conservatoire, il a pu apporter beaucoup de sana de l'école de Fès. Par contre, il a pris beaucoup de choses qui sont restées dans l'école, surtout à Chefchaouen, à Tétouan et à Tanger. Il a créé, je dirais, une nouvelle école avec beaucoup de musiciens de Rabat qui étaient imprégnés de la musique rarnatée et avec un jeu rarnaté très sophistiqué. Et il a fait cet orchestre emblématique qui va avoir un impact sur nous tous. C'est la grande école de la musique Al-Ala. Heureusement qu'il y a eu ça. Sinon... Toi, tu as été formé par Ahmed Zaitouni. Oui, Zaitouni, il était au conservatoire, mais l'enseignement, il était très rudimentaire. Il faudrait que tu nous expliques un peu ta vision de l'enseignement colonial et post-colonial. C'est très très important. On a eu une discussion une fois là-dessus, sur ce sujet, et c'est fondamental et extrêmement intéressant. C'est simple. Ils ont créé un conservatoire à Tanger. C'était une famille, je ne sais pas, de Français ou d'Espagnols, je ne me rappelle plus très bien. Le conservatoire, il existait, mais il n'y avait pas de musique andalouse dans ce conservatoire. Il n'y avait que les classes de piano, de violon, la danse, etc. Alors qu'à Tétouan, beaucoup de notables de la ville sont allés voir le khalifa et lui dire qu'ils ont besoin d'un conservatoire. Donc le khalifa, il parle avec le protectorat espagnol, et il constitue un premier conservatoire vers les années 1942-43. Alors que à Tanger, non, il n'y avait pas ça. Il fallait attendre la décolonisation pour faire entrer cette musique timidement dans le conservatoire. Moi, j'ai commencé dans les années 73. Quand j'y suis rentré, il y avait les cours de musique classique. Le bâtiment, c'était une petite villa qui a été rasée. Ils voulaient mettre des immeubles et heureusement on a protesté juste en face de la grande mosquée Mohammed V. Cette esplanade où il y a le parking en bas. C'était là. Donc quand on entrait, les classes de solfège, les classes de musique, le piano en haut, les grandes classes de danse, etc. Puis la musique andalouse, c'était où? Il y avait au grenier un professeur et puis dans le hangar un autre professeur et dans une salle à l'extérieur, encore une fois, un autre professeur. Tu entres et tu ne comprends rien, parce que bon,
Tu rentres pour faire de la musique andalouse. On te dit non, non, cher ami, premièrement le solfège. Tu commences à battre la mesure, à solfier, sans rien comprendre. Tu dis mais c'est quoi ça? C'est pas la musique que je suis venu apprendre. Moi j'aime la musique andalouse. Et puis le professeur de musique arabe-andalouse, il a eu Zaytouni, Taïb al-Arabi, Tsouli. C'était comme quelque chose de facultatif. Je me rappelle avoir commencé un peu le solfège avec Ben Aziz, qui était très sérieux et très, très correct, mais c'était trop dur pour moi, je ne comprenais pas. Avec Tsouli, avec l'instrument le oud, aucune règle, il ne te donne rien de précis. Avec Zaytouni, pour la San'a, il a très vite envie de terminer pour que tu t'en ailles, parce qu'il doit aller travailler ailleurs le soir. Donc c'était très rudimentaire, très mal organisé, avec une vision catastrophique. Donc une grosse perte. Une grosse perte. Par rapport au grand maître, justement. Ah oui, bien sûr. Par rapport à la tradition de Et transmission. donc, on m'a dit, cher ami, si tu veux la musique andalouse, tu dois aller à la Médina, voir Mrabat et son orchestre qui sont près de Al-Khazar, l'Aqbat Kharouba. Il y a un café juste en face, il y a le bâtiment. Mon père était directeur de l'école Amrah, qui était pas loin de ce site. Il connaissait ces gens, il m'a introduit. J'ai commencé mes premiers pas avec Mrabat. Mrabat, il m'a donné la première leçon. Et le lendemain, je reviens pour continuer. Et c'était un autre homme. Après, je vais comprendre comme quoi on lui a dit que je suis au conservatoire. Et pour lui, c'est sa bête noire. Et pourquoi c'est sa bête noire? Parce qu'il y a Zaytouni. Il a très mal pris la chose. Mais moi, j'étais têtu comme une mule. Je suis resté. Je venais. Il n'y avait pas une bonne communication entre nous. Et j'ai pu m'imposer. Avec le temps, j'allais piocher dans les cassettes. J'apprenais en autodidacte, évidemment, pour essayer d'aller plus loin. Et lui, il était gêné. Parce que je venais avec des sanas qu'il ne connaissait pas. Je chantais des choses qu'il ne maîtrisait pas. Que tu avais trouvé où? Grâce aux enregistrements. Surtout de Lokili, la radio. Après quelques années, il était obligé de reconnaître que je jouais bien le oud. Il m'a introduit dans l'orchestre. J'ai commencé à aller avec eux dans les mariages et ceci et cela. Bien sûr, tout en étudiant, je ne pouvais pas laisser mes études, vu ma famille, tout le monde a étudié chez nous. Après, qu'est-ce qui va se passer? 1981, je prends mon bac et je pars 6 années en Belgique. Presque une rupture avec l'orchestre, avec mes amis, les musiciens, tout ce que j'ai laissé ici. Là-bas, il y a un autre musicien, Laroussi, qui est connu maintenant à Tanger, qui a aussi voyagé à Bruxelles. On a pu se voir là-bas et jouer de temps à autre, faire des petites choses. Mais avec des études de pharmacie, on ne rigole pas. C'était beaucoup de temps. Donc j'écoutais, j'avais un alto que j'avais pris avec moi dans ma valise et j'ai commencé à apprendre l'alto. Après le oud, j'essayais de ne pas perdre la main, comme on dit. Et puis à mon retour, en même temps, j'ai installé ma pharmacie et je me suis réinscrit au conservatoire, avec le même professeur de solfège, Ben Aziz. Donc j'ai fait 2 années, et puis on m'a dit, pourquoi tu ne fais pas ton diplôme en musique andalouse? Ah oui, pourquoi? Moi je connais beaucoup de répertoires. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis directement inscrit à la 8e année, sans faire de cours ni rien du tout, parce que bon, je connaissais, j'ai passé brillamment ce concours, et puis la 9e année, c'est une année de passage, et puis la 10e année, qui est le prix d'honneur. Donc je l'ai fait pour l'avoir. Je savais que je ne vais pas aller travailler ni au ministère de la Culture, ni rien du tout. J'avais ma pharmacie, j'étais stable. Mais je me suis dit, il faut le faire. Et c'était vraiment une bonne idée. Parce que quand tu te prépares pour un examen, etc., que tu sais qu'il y avait quand même des gens très importants dans le comité, comme Abdelkarim Raïs, comme le feu Mortan Farroj, qui est un grand musicien, un grand luthiste, et d'autres. Après cette étape est venue l'idée de l'anthologie avec Ben Aïssa et tout ça. Donc là, on a commencé à travailler vraiment sérieusement les Nouba. Mais tu as travaillé sur l'anthologie que le ministre de la Culture Ben Aïssa avait commandé. Exactement. Nous, bien sûr, avec Zaytouni, nous avons enregistré 3 Nouba. Et quand même, là, on commençait à apprendre les Nouba dans leur intégralité. Et c'était quand même aussi une façon de faire de la recherche. Parce que la Nouba, qui connaît toute la Nouba?
Même Zaytouni ne connaissait pas toute la Nouba. Donc, il était obligé de faire appel à Temsamani et puis à des gens de Fès, de Casablanca, etc. pour rassembler le répertoire. Les autres orchestres, ils ont fait de même. Et l'anthologie a vu le jour. On a commencé en 89 et en 92, tout le package était là. Heureusement, parce que les derniers maîtres étaient mourants. Alors un jour, tu m'as expliqué une chose fondamentale, c'est que avant le conservatoire, la musique ne se transmettait que parce qu'on était musicien dans un groupe, où le maître prenait un ou deux favoris auxquels il transmettait ses secrets. Et que c'est par la transmission de ces secrets que toute la valeur de la musique pouvait se perpétuer. Or, le conservatoire a complètement cassé ça. Au conservatoire, tu as un fonctionnaire. Donc, le musicien, il devient fonctionnaire, qui n'a plus la même motivation. C'est bien et c'est mauvais. C'est bien parce qu'il est obligé d'enseigner. C'est mauvais parce qu'il n'a pas cette motivation qu'a un chef d'orchestre ou quelqu'un qui a une association. Mais heureusement qu'il y avait d'autres, par exemple, moi j'ai pas assisté, mais la maison des Chorfa d'Ouazan, là, l'hôtel Continental, la petite villa, elle appartenait à Sidi Ahmed Louazani. Et c'était vraiment un vétéran de la musique andalouse où tous les grands musiciens étaient là, se réunissaient tous les vendredis. Et sa maison, c'était vraiment un conservatoire. Et puis le rôle des cafés. Zaytouni, quand on parle avec lui, il a commencé un café Hmimita, qui existe toujours dans les Médina. Un café par exemple, Msiksef. C'était quelqu'un de très connu, qui sortait dans la publicité à l'Aram, etc., avec le thé. À l'hôtel Ninza, il avait pris beaucoup de photos. Oui, celui-là. Avec barbe blanche. Exactement. C'était une star. Ce monsieur, il avait un café, et tous les grands, ils venaient chez lui. Temsamani, Shafi'i de Rabat, Al-Hussein ibn al-Mekki. Mais c'est formidable. Moi, j'ai pas trop assisté, mais il y avait d'autres endroits. Par exemple, Drez, là où il y a Barbara Hatten, l'autre côté. Avant d'atteindre le Bab Rouah, il y a juste un petit local, Drez, qu'on appelle Drez, qui a joué un rôle formidable. Ce local même qui a été à l'origine de la constitution de l'orchestre de Marabat, Mohamed Al-Arbi Marabat, Ma'allim, en 1971, plus ou moins. Moi, j'étais pas encore là. Mais par après, l'orchestre, il a pris le local dont on a parlé, c'est-à-dire l'Aqbat Kharrouba, près de Al-Qassar. Et cet endroit, il a continué. Et moi, j'ai été dans ce petit local beaucoup de fois, pour répéter, pour jouer, pour interpréter. Et ça, c'est très important parce que le musicien, il a besoin d'une scène et d'autres musiciens pour qu'il puisse progresser. Et tous ces cafés, maintenant, ils ont disparu. Aussi en face de notre association, quand on monte les escaliers, ce café, il était très très connu à l'époque. Et il y avait Jibot, un grand musicien, qui venait tous les jours faire de la musique là-bas. Et surtout le vendredi, tout le monde venait. Donc maintenant, un jeune, il va où ? La fin des cafés où la musique se jouait quotidiennement, le conservatoire par lequel le mode de transmission devient différent, la fin des grands maîtres qui transmettaient leur passion et leurs secrets, l'influence des musiques occidentales et orientales. Voilà. Comment s'en sort-on ? Très bonne synthèse. Comment s'en sort-on de tout ça ? Comment l'excellence de la musique... Quand je réfléchis à tout ça, je me dis cette musique, elle a survécu durant plus de 12 siècles. C'est pas maintenant qu'elle va mourir. On a l'image qu'on peut conserver. On a les enregistrements, on a les livres qui n'arrêtent pas de sortir, les études, les ceci, les cela. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est, je dirais, la base. La base, c'est-à-dire les familles. Avant toutes les familles bourgeoises, c'était presque un devoir de connaître quelques sanaa de Al-Ala. Et dans tous les mariages, même quand on était jeune, on allait chez les Rayhani, chez les Agoumi, toutes ces familles. C'était impossible qu'ils fassent un mariage
sans musique al-ala. Maintenant, non. Toutes ces familles, leurs parents ont disparu et eux, ils sont allés avec, bien sûr, la mouvance de la rythmique orientale et sha'bi. Voilà, toutes les sortes et types de tartoqa. Et quand j'y réfléchis, je me dis, pourquoi pas? En fin de compte, cette musique, elle est trop sérieuse pour les mariages. Ces gens, ils ont raison. Mais nous, on doit créer des cercles pour que la musique classique... Comme on écoute la musique classique occidentale, exactement, à l'opéra, dans les salles de concert. Exactement. Il y a quand même une maison de halal qui a été créée à Tanger. Tu parlais de Hassan II, mais avec Mohamed VI, on a ces grandes initiatives-là de préservation du patrimoine vivant très fort. Oui, maintenant, il y a des indications très très fortes dans ce sens. L'Académie va travailler aussi dans ce sens, l'Académie du Royaume du Maroc. Et comme ils ont créé maintenant un organisme pour tout ce qu'on doit enregistrer comme patrimoine immatériel à l'UNESCO, donc ça va donner une bouffée d'énergie. Mais, encore une fois, comme dit Nabil Ben Abdel Jalil, le musicologue, mon ami de Mohammedia, faire inscrire un patrimoine à l'UNESCO, c'est pas une fin en soi. C'est pas ça qui va conserver. Non. Non. Il faut que le peuple soit conscient. Il faut qu'il soit vivant. Exactement. S'il est mis au musée, il est mort. La muséification et tout ce qu'on est en train maintenant de vivre, c'est bon, mais on imite l'Occident, encore une fois, et ça veut dire que quand on commence à muséifier, c'est-à-dire l'objet, il est mort. Et comme la musique, c'est un phénomène aléatoire qui disparaît juste après, il est beaucoup plus difficile à conserver qu'un bâtiment. Un tableau. Bien sûr, même les instruments de musique, ils ne résistent pas au temps. Toi, tu te tournes de plus en plus vers la musique soufie. La musique soufie, c'est une commande. En 1997, j'avais des contacts avec les confréries, mais je ne m'intéresse pas, outre mesure, à ce répertoire. Mais il y a Sony Classical qui s'est constitué à Madrid et ils ont formé une collection qui s'appelle Hispanica. Et là, ils ont commencé à chercher dans le rythme carolingien, dans les anciennes musiques d'Espagne, etc. Ils se sont dit, on doit intégrer le Maroc. Les premiers disques ont été produits de musique andalouse. Et puis ils m'ont dit, tu dois faire un CD sur la musique soufie. J'ai fait appel au plus grand cheikh de Tanger, le Mehdi Tmsamani, que Dieu ait son âme. Et on a travaillé. Moi, je le connaissais déjà. J'allais à sa confrérie qui est Zawiya El-Ktania, rue de Hollande, très connue. Et puis, lui, il était toujours attiré par la musique, la rythmique, etc. Et il allait même au conservatoire, il s'approchait des professeurs pour connaître ceci, pour cela. C'était vraiment un cheikh très ouvert. Lui n'a pas, bien sûr, la méthodologie, il a les mélodies, mais elles sont comme ça. Et comment il va réfléchir à faire un CD qui sera diffusé en Occident, avec des normes, avec une esthétique, avec ceci et cela. Donc j'ai réfléchi, et le rituel soufi andalousi, c'était une œuvre, je dirais, très très importante, parce qu'elle n'a pas impacté seulement en Occident, mais aussi à l'intérieur. Tous les musiciens maintenant du Maroc qui font la sama connaissent mon premier CD, Ritual Soufi Andalousi, qui a été suivi par un autre qui s'appelle Dhikr et Sama, et par un autre Cantos Sofis de Al-Andalus. Il y a au moins 4 CD, Mysticismo avec la Russie. Donc c'était une ouverture, je dirais, énorme. On a fait des concerts en Ségovia, à Madrid, etc., à Bruxelles, avec tous les derviches de Marchand, les frères Touéhar et tout le monde. Et puis ça marchait très très bien. Surtout à Ségovia, c'était magnifique parce que c'était dans une énorme église. Et quand on a fait la sama avec les sonorités, la réverb naturelle des églises, c'était un moment de transe. On a eu des critiques, bien sûr, par les docteurs de la loi, parce que pour eux, c'est une profanation, comment faire une musique religieuse au sein d'une église, etc. Mais l'Arabie faisait ça, et n'en parlons pas de Jalal Rumi, vraiment, qui tournait un peu partout, qui faisait de la musique partout, qui, d'un simple coup de marteau, il écoutait le nom d'Allah, et il commençait à réciter ses poèmes, etc. Et puis même le soufisme, il n'est pas 100% admis par les docteurs de la loi. Donc là, qui va critiquer qui? Voilà. Il suffit d'avoir une bonne intention et nous sommes sur terre tous égaux. Donc pourquoi ne pas prêcher cette parole? Que ce soit à travers une sonorité, une beauté, une esthétique,
ça passe mieux. Et ça, c'est le vrai soufisme. Exactement. Et tu as travaillé aussi avec Begonia Olavid, qui est une magnifique interprète, qui est venue à Tanger, qui a fréquenté Tanger, mais je pense pour travailler avec toi, qui travaille sur le Mudéjar, la musique juive andalouse, c'est ça? Mes premiers grands travaux en Espagne, c'était avec Eduardo Paniagua. Je pense que tu peux parler de lui, oui, ça a été important. Oui, parce que c'était en 1994. J'ai pris ma voiture, un musicien, l'Arabi Serrini, et nous sommes partis à l'aventure à Madrid, avec quelques partitions transmises à Eduardo, et on a décidé de faire le premier CD. Dans la cave de Luis Delgado, qui est un très grand musicien, on a enregistré le premier CD. J'ai chanté, j'ai joué l'alto, j'ai joué le tar et le oud. Serrini, il a joué la dreboga et l'alto, et bien sûr, il a chanté. Eduardo avec ses flûtes médiévales, et Luis Delgado avec un petit luth qu'on appelait le luth califal, construit par le frère d'Eduardo, Carlos Paniagua. Et ce CD, jusqu'à aujourd'hui, c'est la musique qu'on entend à la rame. Chaque fois que tu prends un vol, tu écoutes de la musique arabe andalouse, c'est ce CD. C'est un succès colossal. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que l'ancien directeur de la rame, Driss Benhima, c'est un grand mélomane. Il connaît mes travaux, il est fou de tout ce que je fais, et c'est lui qui a instauré cette tradition de mettre ce CD un peu partout. Pour l'anecdote, voilà, un premier CD hispano-marocain qui a marché, le ritual Soufi Andalousie qui a eu aussi son impact, mais peut-être qu'il faut beaucoup plus pour rayonner encore plus, mais c'est pas facile. Donc, avec ce groupe hispano-marocain qu'on a appelé Ibn Baja, on a commencé les premiers pas, c'est comme la reconquista musicale en Espagne. Ça a marché jusqu'à la crise économique de 2008-2009. On a bien sillonné toutes les régions de l'Espagne. On était dans les églises, on était un peu partout, dans le théâtre monumental de Madrid. C'était une belle époque. Begonia, quand elle a vu que j'avais une association stable que j'avais constituée, que j'avais un local, elle a décidé de venir avec son mari, Carlos Paniagua. J'ai constitué l'association en 2004, Confluence Musicale. 2005, ils viennent, ils prennent le local et ils s'installent avec son atelier. Et là, ça va avoir un impact énorme sur l'association. Énorme, surtout que à partir de 2007-2008, on a commencé la promotion de Tanger pour l'Expo 2012, et là tout le monde est passé chez nous, tout le monde, même le roi Gustave XVI, le roi de Suède. On a eu tous les grands. Oui, mais tu as organisé des grands festivals avec Confluence Musicale. D'où Tarab Tanger qui a voulu regrouper les musiques traditionnelles du monde. Là, je sors de mon petit coin qui est Al-Ala pour, bien sûr, embrasser le monde entier. Et heureusement que j'avais une connaissance de beaucoup de gens. Et je remercie le défunt Jean-Luc Larrier qui nous a beaucoup aidé pour la programmation, pour faire venir des gens, etc. Parce que il faut un taux de crédibilité. Les gens ne peuvent pas voyager. J'ai eu des gens de Touva. Touva, c'est une région près de la Mongolie. Ce sont les musiciens qui sortent maintenant dans tous les films, les Hun Hurtu. C'est incroyable avoir ça à Tanger. Je croyais que personne n'allait aimer. Et j'ai été sidéré, en commençant par moi-même. Il y avait un peu de vent dans la petite esplanade de Borj el-Hajwi. Et c'est justement ces gens de la Mongolie, envoyés avec le vent et les instruments, avec la façon dont ils jouaient, c'était un moment de symbiose merveilleux à Tanger. Et chaque fois que je voyais Rachel Mouyal, elle me disait « Mais avec toi, on a vécu des moments formidables !» Parce qu'à la Casbah aussi, on a eu le Malhoun. C'était vraiment... Moi-même, j'ai été étonné. Quand tu mets la musique adéquate, à l'endroit adéquat, au moment adéquat, ça donne... ça vibre. La magie. La magie. Et puis avec le musée de la Casbah, qui est avec ses colonnes, c'était l'après-midi, le Malhoun qui se prête à chanter la nature. Donc c'était avec un chanteur de Elfou, de Briki, et c'était formidable, tout simplement.
si tu voulais que l'on retienne une seule chose de toi, il y a le joueur de lutte quand même passionné. Oui, le oud, je dirais, c'est le bâton du pèlerin. Le oud, sans lui, je dirais, c'est le père de la musique, le père de la musique arabe. Tous les grands traités de musique, Al-Kindi, Al-Farabi, l'instrument de base de l'étude, c'est le oud. Pour composer, c'est le oud, parce que le oud, il accompagne la voix. Alors que le violon, non. Il essaie de se mettre comme la voix, c'est-à-dire c'est un son continu, etc. Et non, le oud reste le symbole, le roi des instruments sans conteste. Alors si on doit garder une seule dernière chose de Omar Mtiwi, ce sera... La passion pour la musique, la passion. Sans passion, il n'y a rien. Parce que qu'est-ce qu'on transmet? Quand tu joues, l'autre peut ne rien connaître, ni ta langue, ni ton instrument, ni rien. Mais si toi tu sens, tu es le véhicule et tu transmets ce que tu sens. Tout simplement. Et j'ai trouvé en Occident vraiment, comment dire, une bonne écoute. Parce que bon, il y a une éducation, il y a déjà, les gens sont préparés, et donc ils savent ce que c'est que les musiques du monde, etc. Ils donnent de l'importance, ils sont là, ils écoutent. Et quelquefois, on a eu des gens qui se sont convertis à l'islam. Par exemple, à Al-Monasser, j'étais étonné. On a joué Ram el-Maya. Le lieu, c'est une mosquée qui n'a pas été convertie en église, mais qui n'est pas non plus une mosquée. Donc c'est juste un bâtiment qu'ils ont conservé à Al-Monasser. Al-Monasser, c'est près de Séville et de Huelva, entre les deux, dans la montagne. Et puis j'apprends que le cheikh Harrak de Tétouan va venir le lendemain pour faire une cérémonie de sa main. Comme on m'a dit que c'était une mosquée, j'ai joué la nouba panégyrique. Le conservateur du bâtiment, le premier jour quand on a joué, je l'ai vu s'adosser à un pilier et il s'est assis par terre, il a commencé. Et le lendemain, il s'est converti. C'était pas mon intention. Mais c'est que lui, il avait quelque chose en lui qui a été comme un déclic. Ou peut-être qu'il a été à la recherche d'une vie intérieure, soufie. J'aurais aimé être à sa place. Parce que lui, c'était le protagoniste. Comment il a senti, comment il a vu les choses, etc. C'est extraordinaire. Ça, tous les grands soufis, ils ont compris quel est l'impact de la musique. Ils étaient trop tolérants avec les musiciens. Une anecdote, le père de Shkara, le célèbre musicien, son père aussi était musicien. Il devait célébrer quelque chose à la confrérie, il n'est pas venu. On lui a dit, bon, il demandait auprès de lui, il lui a dit, bon, cheikh, il a bu. Il a dit qu'il vienne malgré son état et il va faire de la musique. Donc, tu vois, le degré de tolérance de ces gens, parce qu'ils étaient proches du peuple. Et donc, ils acceptaient même, je dirais, entre parenthèses, les anomalies pour améliorer les choses. Et ça, les docteurs de la loi, les stricts... Mais les docteurs de la loi sont des docteurs de la loi. L'anecdote que tu nous racontes, c'est ça, être proche de la foi et de Dieu. Exactement. Et être proche de son semblable, l'humain. Qu'il soit bouddhiste, qu'il soit chrétien, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit juif. C'est la politique qui nous sépare. Et la musique est universelle. Pas la religion. Oui. Non, jamais. On utilise bien sûr la religion pour faire des croisades entre-temps et faire des choses horribles. Au nom de Dieu, c'est intolérable. C'est un malheur. Et maintenant, les gens en Espagne, la confrérie Naqshbandiya est en train de prendre une ampleur extraordinaire. J'ai fêté la fête du Maulid il y a 3 ans avec les Naqshbandi au Grand Théâtre des Fayas à Grenade et c'était vraiment magnifique. Nous nous sommes réunis, nous sommes allés voir l'Alhambra ensemble avec Cheikh Hicham, s'était marié avec la fille du Cheikh. Il était ingénieur libanais et il s'est converti complètement. Je me suis assis devant des gens qui avaient construit des statues énormes à Madrid. Ils nous ont dit, bon, quand on est rentré dans la confrérie, on a tout laissé tomber. Et le cheikh nous apprend à aller vers la campagne, cultiver la terre, revenir aux sources. Et maintenant, ils sont en train de peupler la dernière partie où les musulmans sont restés à Grenade. Las Alpujarras,
La Sulpokhara, c'est des montagnes de Sierra Nevada. Ces gens sont en train de revenir dans ces régions. Aussi, j'ai vu des choses extraordinaires dans des maisons qui n'étaient plus habitées dans une région de l'Espagne. Les immigrés qui sont allés là-bas sont en train de repeupler ces maisons qui appartenaient aux Andalous d'il y a 1000 ans. L'histoire ne fait que tourner. L'essentiel, c'est de ne pas s'entretuer et de faire beaucoup de musique. Tu vois, de parler d'Allah jusqu'où on va. Bien sûr, l'essence, c'est pas quelque chose comme ça de facultatif. Puis on a perdu cette dimension cosmogonique, cette dimension de l'éthos. On oublie qu'on vient du ventre de la mer où on écoutait la musique du corps. La première rythmique, on l'a eue dans l'utérus. Les soufis, qu'est-ce qu'ils disent? L'âme n'a pas voulu entrer dans l'homme jusqu'à ce qu'elle entende le son et la voix de Kun, un ordre vocal, c'est-à-dire qui émane de l'idée de musique et de son. Maintenant, le problème, c'est le bruit. On vit dans un bruit constant. On ne sait plus où est la musique. Elle est tellement présente, elle est tellement devenue banale, oui, qu'on essaie, au contraire, d'aller vers des régions où on va écouter le silence. Omar Mtioui, merci pour merci. Ce long et bel entretien. Ce 17e épisode de Détroit était consacré au grand luthiste, fondateur et chef de formation musicale et musicologue, le Tangérois Omar Mtioui. L'entretien a été réalisé à l'hôtel El Minza, rue de la Liberté à Tanger, en janvier 2023, à l'occasion de la publication de l'essai de transcription, de translittération et d'analyse de la Nouba Raml al-Maya, publié par l'Académie du Royaume du Maroc et l'Institut académique des arts. L'entretien a été bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtioui lui-même pour les musiques des génériques, solo de luth extrait de son album Andalousie, utilisé par le podcast depuis le début, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. Les musiques d'accompagnement ont été gentiment offertes par Omar Mtioui, bien sûr. Son mis mejores momentos de l'ensemble soufi al-Shushtari, Al-Ala, Sana, Sakirna Watab, Shurbuna Sana, Ya Warda Zana, Sana, Quadro El, puis Al-Ala Ibn Baja, Nouba al-Maya, Koudam et enfin Solo de Oud de Taksim Sika.